Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous accueillir dans cette édition du journal sur Télé-Sud. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mardi 28 mars. Au lendemain de nouvelles manifestations émaillées de violences et de pillages au Kenya, l'Union africaine a exhorté toutes les parties au calme et à privilégier le dialogue. Pendant ce temps, le chef de l'opposition Raila Odinga renouvelle son appel à des mobilisations bi-hebdomadaires contre le chef de l'État kenyan. Entre l'Ukraine et les autres conflits sur la planète, Amnesty International dénonce un deux poids, deux mesures de l'Occident. L'ONG, dans un rapport, pointe du doigt un manque d'action de l'Occident dans les conflits hors Europe. Nous en parlons dans cette édition. Un mois et demi après le début des manifestations contre la réforme des retraites, la France a connu ce mardi une 10e journée de mobilisation pour contenir les foules de manifestants à travers tout le pays. Le gouvernement a déployé un dispositif de sécurité inédit, 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. Alors que le climat politique se crispe au Kenya sur fond de manifestations de l'opposition, l'Union africaine appelle au calme. Dans un communiqué, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a exhorté les partis en présence à entamer un dialogue pour surmonter toute divergence dans l'intérêt supérieur du pays. Pendant ce temps, le chef de l'opposition Raila Odinga a appelé à des manifestations bi-hebdomadaires chaque lundi et jeudi. Mathieu Nicolas. Au lendemain d'une deuxième journée de manifestations violentes au Kenya, les appels au calme et au dialogue se multiplient. C'est le cas du côté de l'Union africaine. Mardi, dans un communiqué, le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, a exprimé sa profonde inquiétude au sujet des violences qui ont émaillé les manifestations au Kenya. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, exprime sa profonde préoccupation face à la violence qui a suivi les manifestations publiques au Kenya depuis le 21 mars 2023, qui ont fait des morts, des dégâts matériels et l'interruption de certaines activités économiques dans la capitale, Nairobi. Lundi à Nairobi, l'opposition s'était une nouvelle fois donné rendez-vous dans les rues pour dénoncer la vie chère. Une nouvelle journée de mobilisation, interdite par le pouvoir, mais bravée par Raila Odinga et ses partisans. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont causé la mort d'un manifestant. C'est le deuxième mort dans des affrontements depuis le début des protestations. Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine, appelle forces de l'ordre comme manifestants à faire preuve de retenue. Le président exhorte toutes les parties prenantes à faire preuve de calme et à s'engager dans un dialogue pour régler tout différend pouvant exister dans l'intérêt suprême de l'unité et de la réconciliation nationale. En déplacement en Allemagne, le président kényan William Ruto a exhorté les Kenyans à respecter l'état de droit. Le président, élu au mois de septembre dernier, estime que personne ne doit bafouer les droits d'autrui. Sur Twitter, l'opposant Raila Odinga affirme qu'il n'est pas prêt à arrêter les appels aux manifestations. Frappées déjà par une crise humanitaire provoquée par la guerre, les populations de l'Est de la RDC font face depuis quelques jours à une flambée de cas de choléra au Nord Kivu. À en croire le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, 1800 cas confirmés et suspects ont été enregistrés entre le 13 et le 19 mars. Les villes de Masisi, de Nyiragongo, de Karisimbi et une partie de Goma sont particulièrement touchés. Je vous propose d'écouter Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nos collègues humanitaires nous disent qu'il y a une épidémie de choléra dans la province du Nord Kivu. Les régions de Goma, Karisimbi, Masisi et Nyiragongo sont particulièrement touchées par cette épidémie. Les autorités sanitaires ont enregistré 1800 cas confirmés et suspects entre le 13 et le 19 mars, contre 1000 cas la semaine précédente. Au total, 6200 cas ont été enregistrés entre le début de l'année et la semaine dernière.
Entre l'Ukraine et les autres conflits sur la planète, Amnesty International dénonce un deux poids, deux mesures de l'Occident. L'ONG, dans un rapport rendu public, pointe du doigt un manque d'action de l'Occident dans les conflits hors Europe comme en RDC. Elle dénonce également le silence sur les violations des droits de l'homme en Arabie Saoudite, en Égypte et en Cisjordanie. Souila Sbaïri. C'est à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue lundi à Paris que l'ONG Amnesty International a présenté son traditionnel rapport annuel. Premier constat, partout dans le monde, les droits humains ont vu leur exercice empirer. Le rapport revient aussi sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une guerre qui est venue s'ajouter aux conflits préexistants un peu partout sur le globe et qui a déclenché une grave crise de réfugiés. Des réfugiés de guerre, pas souvent traités de la même façon selon leur pays d'origine, un deux poids deux mesures que dénonce Amnesty International. En France, nous avons su accueillir dignement 120 000 personnes. Et donc ce double standard raciste entre les bons réfugiés et les mauvais réfugiés est intolérable. Nous avons refusé, l'Union européenne a refusé la protection temporaire, par exemple pour les Syriens ou pour les Afghans. Et ceci est une situation, d'ailleurs tu l'as souligné tout à l'heure, est une situation insupportable. Preuve à l'appui, Amnesty International France condamne les refus opposés et les conditions d'accueil réservées aux personnes dont les pays sont en guerre, telles que l'Éthiopie, la Palestine, la Birmanie ou encore la République démocratique du Congo, entre autres. Autre sujet de préoccupation, la gouvernance mondiale et la nécessité de la réformer. L'ONG des droits de l'homme souligne la nécessité de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies, une réforme pour accorder une voix plus importante aux États trop souvent ignorés par ses membres permanents. La plus haute instance décisionnelle de l'ONU, le Conseil de sécurité, doit être réformé. Ça aussi, ça devrait faire partie de ce nouvel ordre que l'on nous annonce. Il faut donner plus de voix aux pays et aux situations que le Conseil a traditionnellement ignorées. Et l'abus du droit de veto des États membres doit cesser. Selon Amnesty International, la réponse apportée par la communauté internationale au conflit ukrainien devrait servir de modèle pour faire face aux nombreuses autres guerres qui déciment des millions de personnes à travers le monde chaque année. À l'aune du rapport final des experts des droits de l'homme de l'ONU en Libye, les enquêteurs onusiens ont exprimé leur profonde préoccupation sur la détérioration de la situation des droits humains dans ce pays. Ils ont reconnu l'existence de preuves sur des crimes contre l'humanité commis contre des Libyens et sur des migrants, y compris des femmes forcées à l'esclavage sexuel. Selon les Nations Unies, ces crimes ont été enregistrés notamment dans les lieux de détention. Au deuxième jour de sa visite au Ghana, la vice-présidente américaine a rencontré le chef d'État ghanéen Nana Akufo-Addo. À la fin de leur entrevue, Kamala Harris a promis 100 millions de dollars au pays et ses voisins d'Afrique de l'Ouest menacés par la crise, par le terrorisme. Une aide qui marque, selon Kamala Harris, la volonté des États-Unis de renforcer ses liens avec le continent africain. Alexis Berthemier. À l'entrée du palais présidentiel au Ghana, le chef de l'État Nana Akufo-Addo et son épouse accueillent la vice-présidente américaine. Cela fait 2 jours que Kamala Harris est en visite à Accra pour renforcer les liens entre les États-Unis et ce pays d'Afrique de l'Ouest. Depuis l'arrivée de Joe Biden à la tête de la plus puissante économie du monde, le continent africain est redevenu une priorité pour la diplomatie américaine. Sous le règne de Donald Trump, l'Afrique a été largement ignorée et considérée par Washington comme une zone problématique. Un choix que la nouvelle administration veut gommer pour se tenir aux côtés du continent face à ces défis comme partenaire privilégié. Le président Biden et moi-même avons clairement établi que les États-Unis renforcent leur partenariat sur l'ensemble du continent africain et que nous ne sommes pas guidés par ce que nous pouvons faire pour l'Afrique, mais par ce que nous pouvons faire avec l'Afrique et nos partenaires africains sur ce continent. Au deuxième jour de sa mini-tournée entamée dimanche, Kamala Harris montre la détermination de son pays et annonce une nouvelle enveloppe d'aide bilatérale à la sortie d'un tête-à-tête avec le président ghanéen. Une aide qui devrait se matérialiser très vite par une cagnotte de 100 millions de dollars pour renforcer la sécurité des côtes d'Afrique de l'Ouest.
Le Ghana, jusque-là épargné, est désormais menacé depuis quelques mois par les groupes djihadistes qui sévissent de l'autre côté de sa frontière, au Burkina Faso, tout comme ses voisins du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire. L'enveloppe promise par la vice-présidente des États-Unis vient apporter du souffle à la lutte contre le terrorisme aux portes de ces pays. Je suis heureux d'annoncer que la réunion de cet après-midi a encore renforcé notre coopération inébranlable et que le Ghana continuera à collaborer avec les États-Unis d'Amérique à tous les niveaux. Pour la dirigeante américaine, Washington n'est pas motivé par une guerre d'influence contre les investissements chinois ou russes sur le continent, mais juste par un partenariat basé sur l'intérêt des deux parties. Après le Ghana, Kamala Harris se rendra en Tanzanie puis en Zambie pour la suite de sa mini-tournée africaine. Elle quitte Accra mercredi pour s'envoler vers Dar es Salaam, la capitale tanzanienne. Nous vous en parlions hier, la télévision française France 24 a été suspendue au Burkina Faso. Cette décision des autorités du pays fait suite à une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, diffusée sur les antennes de la chaîne. Elles accusent le média français de s'être rendu coupable d'apologie d'actes terroristes. Accusation rejetée par la direction de France 24 qui s'en indigne. Que pense-t-on de cette décision dans les rues de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso? On écoute quelques habitants. Parce qu'une fois que France 24 sait où se trouvent les chefs terroristes, ils devraient nous dire il y a longtemps pour qu'on puisse anéantir et puis veut gagner la paix pour une bonne fois. Et ça où ils sont, donc ils n'ont qu'à nous dire où on peut aller les arrêter et puis c'est tout quoi. Donc France 24 c'est une obligation de les suspendre et puis même les suspendre et puis même Burkina c'est mieux. Voilà. C'est une très bonne décision parce qu'un pays qui lutte pour son indépendance totale doit avoir le courage, doit avoir vraiment la liberté de prendre les décisions vraiment qu'ils veulent sans dépendre à quelqu'un ou sans dépendre à un pays ou un autre. Nouvelle grâce présidentielle au Tchad, libération effective de Paul Rusesabagina au Rwanda et attaque d'un pétrolier danois par des pirates au large de Pointe-Noire. C'est le reste de l'actualité préparée par Noël Ndong, Alexis Berthemier et Ahmed Chigneo. Le chef de l'État tchadien Mahamat Idriss Déby a gracié lundi 259 manifestants condamnés lors d'une manifestation contre la prolongation de 2 ans du mandat du gouvernement de transition en octobre dernier. 621 personnes avaient été arrêtées puis acheminées à Korotoro, une prison de haute sécurité en plein désert au nord de Djamena, où elles avaient été ensuite jugées dans un procès de masse sans avocat ni médias indépendants après 1 mois et demi de détention. C'est la deuxième grâce présidentielle accordée en 3 jours. Samedi, un groupe de 380 rebelles du FACT, Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, condamnés à la prison à vie pour leur implication dans la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno, a bénéficié d'un décret analogue. Paul Rusesabagina, le héros du film Hôtel Rwanda, a quitté le Rwanda lundi pour Doha, au Qatar. Le ressortissant américain, résident au Rwanda, avait été condamné à une peine de 25 ans de réclusion en septembre 2021 pour ses liens avec un groupe rebelle opposé au président rwandais Paul Kagame. Il atterrit au Qatar une semaine après sa libération de prison au Rwanda. Paul Rusesabagina est le héros d'un film qui met en scène sa propre action pour sauver la vie de plus de 1000 réfugiés, parmi lesquels les membres de sa famille, qu'il avait abrité dans son hôtel à Kigali durant le génocide de 1994. Le Rwanda a déclaré que sa libération était le résultat d'un désir commun de rétablir les relations entre les États-Unis et le Rwanda. Après Doha, Paul Rusesabagina regagnera les États-Unis. Un pétrolier danois sous pavillon libérien a été attaqué le samedi 25 mars par des pirates au large de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, dans le golfe de Guinée. Le contact de Monjosa Reformer avec son équipage de 16 marins a été perdu depuis 3 jours. Des pirates ont pu monter à bord et la totalité de l'équipage a pu se mettre en sécurité dans la citadelle, refuge blindé du navire. Aucune communication avec les marins de ce pétrolier n'a eu lieu depuis. Le golfe de Guinée, qui s'étend sur 5700 km entre le Sénégal et l'Angola, a été pendant plusieurs années le nouveau point noir de la piraterie mondiale. Mais les attaques avaient baissé dernièrement. Selon le Centre maritime d'information, de coopération et d'alerte, seuls 3 navires ont été attaqués dans le secteur en 2022 contre 26 en 2019.
De Bordeaux à Nantes, passant par Paris et d'autres villes de France, ce mardi, les Français ont une nouvelle fois crié leur colère contre la réforme des retraites et le passage en force du gouvernement. L'objectif de cette 10e journée de mobilisation pour les syndicats était de réunir davantage de monde pour obliger Emmanuel Macron à reconsidérer sa décision. Le point de cette mobilisation avec Souilas Bahiri. Paris. La place de la République est noire de monde ce mardi. Partout en France, c'est dans un contexte d'extrême tension que les Français, opposés au passage du projet de réforme des retraites, se sont mobilisés pour la 10e journée de grève à l'appel de l'intersyndicale. Alors que des milliers de manifestants déferlent sur le pays, le gouvernement a décidé d'opposer une fin de non-recevoir à la médiation proposée par le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, lui préférant une discussion plus directe, sans intermédiaire. Une réponse contre laquelle le leader de la première organisation syndicale de France s'indigne. On ne va pas commencer à discuter, on nous refuse une médiation, on nous refuse de discuter des retraites et vous voudriez que je vous dise quel serait le compromis. Il n'y a pas de compromis pour l'instant. Le compromis, c'est que le gouvernement ne veut même pas discuter des retraites avec nous, alors que pour la 10e fois, on fait une journée de mobilisation qui est extrêmement suivie. Donc si, avec tout ça, il n'y a pas prise en compte à la fois la mobilisation sociale, à la fois la difficulté dans l'opinion pour accepter cette réforme, et en plus d'une forme de tension qui est en train de monter dans notre pays, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est insupportable. Alors que les manifestations ne cessent de s'intensifier, c'est par la voix de son porte-parole Olivier Véran que le gouvernement s'est défendu ce mardi. Souhaitant garder le dialogue ouvert, le gouvernement dit avoir porté son projet devant le Conseil constitutionnel de son plein gré afin d'en juger la conformité. Nous avons saisi nous-mêmes le Conseil constitutionnel pour qu'il juge de la conformité du projet de loi. Et dans l'intervalle, nous proposons évidemment de discuter pour avancer avec les forces vives du pays, non pas pour revenir en arrière sur une loi qui vient d'être adoptée, mais sur les conditions d'application de cette loi et sur tout ce qui n'est pas dans la loi, mais qui touche au plus près du quotidien des Français, comme par exemple les niveaux de salaire dans certaines branches professionnelles, ou les conditions de fin de carrière, ou tout ce qui concerne la pénibilité, etc. Pour l'heure, le pays en ébullition est suspendu à la décision du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer dans les 3 semaines à venir. Ce mardi, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a annoncé son intention d'écrire au président Emmanuel Macron afin de proposer une suspension de la réforme et la tenue d'une médiation. Comme je vous le disais, les opposants au projet de loi sur la réforme des retraites ont à nouveau manifesté avec cette fois-ci une participation accrue de jeunes en colère contre un gouvernement qui refuse de fléchir. Les autorités ont mis en place un dispositif de sécurité sans précédent pour cette journée d'action considérée comme à haut risque. Mathieu Nicolas. La 10e sera-t-elle la plus suivie ? Difficile pour l'instant de répondre à cette question. Mais c'est le rêve que nourrit l'intersyndicale pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Si selon les renseignements territoriaux, entre 650 000 et 900 000 manifestants devraient manifester ce mardi, la participation des jeunes pourrait doubler, voire tripler par rapport à la dernière journée de mobilisation. Lundi à Paris, on pouvait déjà voir des blocages dans collèges et lycées, comme ici à Montreuil en Seine-Saint-Denis, où la jeunesse semble bien décidée à mêler sa voix à la colère qui s'exprime en ce moment dans le pays. On veut montrer aussi notre mécontentement et dire que même si on est des adolescentes et qu'on est encore au collège, on a le droit de dire qu'on est contre et en fait le blocus c'est un peu la manière pour nous d'exprimer qu'on est contre et tout le collège, l'engagement aussi l'a montré que la plupart est contre. Pour joindre l'acte à la parole, dès les premières heures de la matinée, les jeunes du lycée Montaigne à Paris ont eux aussi bloqué l'entrée de leur établissement à l'aide de poubelles. Face à une mobilisation qui s'annonce forte, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé hier un dispositif de sécurité inédit dans un contexte de tension entre manifestants et forces de l'ordre. J'ai décidé de déployer un dispositif de sécurité inédit, composé de 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. 90 unités de forces mobiles seront déployées demain, un niveau de mobilisation jamais atteint jusqu'alors.
À quelques heures du passage du cortège parisien, les commerces du boulevard Voltaire à Paris se barricadent. Les forces de l'ordre procèdent par ailleurs à l'enlèvement des derniers véhicules encore stationnés sur la voie. Ces derniers jours ont été marqués par une escalade de la violence et la répression par des forces de l'ordre. Plusieurs blessés ont été recensés et de nombreuses personnes dénoncent la doctrine de maintien de l'ordre mise en place lors des manifestations. Une pétition pour dissoudre les Braves M, unité de police au cœur des critiques sur la répression policière des manifestations, dépasse les 100 000 signatures. Et pour les opposants à la réforme, leur mot d'ordre reste le même, maintenir la pression jusqu'à obtenir gain de cause. Je vous propose d'écouter quelques-uns. Alors il y en a beaucoup qui misent sur l'usure depuis le début. Je crois que la semaine dernière, on a bien montré qu'ils se trompaient. On voit encore aujourd'hui dans les sondages que les Français restent déterminés et très très largement majoritaires. Et c'est Emmanuel Macron aujourd'hui qui perd en popularité et pas le mouvement social. On va continuer les mobilisations. Aujourd'hui, le combat, c'est que ce soit vraiment retiré, qu'il y ait le retrait de cette réforme. Donc si on ne peut pas aller vers une pause et vers une médiation pour rediscuter de cette réforme, nous continuerons les mobilisations et on va attendre que le Conseil constitutionnel nous donne raison parce que je pense qu'on a des grandes chances de gagner avec ce recours. Non, la balle, elle n'est pas dans notre camp, elle est dans le camp du gouvernement. Il doit entendre ce qui se passe dans le pays, il doit entendre la colère qui monte et arrêter d'envoyer ses forces de l'ordre pour nous taper dessus, écouter ce qui se passe et retirer le projet de réforme. Aux États-Unis, suite à la fusillade survenue hier dans une école primaire de Nashville, fusillade qui a coûté la vie à 3 enfants et 3 adultes, le président Joe Biden a réagi. L'incident a provoqué une vive émotion dans le pays. On écoute quelques personnes qui sont venues se recueillir sur les lieux du drame. En tant que chrétiens, nous nous sommes sentis obligés de venir ici pour prier et nous avons prié toute la journée. Et nous nous sommes sentis obligés de venir ici pour montrer notre soutien à la communauté de Nashville. Je me suis sentie en état de choc et j'ai eu l'impression que c'était si proche de chez moi. Et le fait qu'il s'agissait d'une attaque contre nos enfants. Mais je pense que j'étais en état de choc. Je me disais, oh mon Dieu, c'est arrivé juste à côté de chez moi. Je vous emmène à présent au Bénin découvrir un jeune entrepreneur qui a décidé de rendre les objets d'usage ordinaire intelligents. Mais comment? Grâce à l'application Iotasso créée par sa start-up. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de notre correspondant Kevin Sonsi. Des objets transformés en support intelligent. Chaussures, cravates, ceintures, sacs et bien d'autres objets, désormais, peuvent transporter des informations. Une idée novatrice de ce jeune homme, entrepreneur, Delano Runtinkiki, manager général de Iotasso. Nous nous sommes dit, mais comment peut-on faire pour que des objets inertes, des objets non branchés, à aucun autre support puissent réagir et interagir avec nous les humains? D'où les recherches et aujourd'hui, par passion et par recherche, par un travail qui nous a pris 4 ans, nous sommes arrivés à concevoir des objets inertes dans lesquels nous arrivons à mettre de l'information. Ces informations de toute nature, vidéo, audio, sites web, documents et autres, peuvent être conservées et transmises à des appareils connectés ou non sans exigence et recours à une application. La digitalisation passe par une formule que nous avions conçue, une formule maison, qui se base sur une autre technologie qui existait, à savoir la technologie NFC. Germain Akbovi est un chef d'entreprise et promoteur de la plateforme Marché des produits agricoles. À travers sa cravate, il partage l'adresse de sa plateforme. Au lieu de décrire l'adresse de la plateforme sur un bout de papier ou une carte pour distribuer aux gens, je leur dis donnez-moi votre téléphone et puis je les connecte et puis ils sont connectés directement. Donc nous avons trouvé le moyen de mettre cette information dans des portefeuilles. Tout comme Germain,
Sandrine Haïté se déplace avec un sac à main digitalisé. Coach en communication orale, elle officie des masterclass. Son sac lui sert de carte d'adresse. Il y a une certaine influence. Quand vous avez fini comme ça, tout le monde vient vers vous, tout le monde veut échanger avec vous. C'est plus facile de leur dire, bon, écoutez, dès que vous posez votre téléphone là, je ne sais pas, c'est quelques secondes en fait. Donc dès que vous posez votre téléphone, vous avez l'information et vous partez. Et je gagne du temps et vous gagnez aussi du temps. La plateforme de Iotasso, qui pilote ces informations, permet aux utilisateurs d'interagir avec leurs propres informations à tout moment. Je suis détenteur d'une cravate et j'ai la possibilité de suivre ma cravate, de savoir combien de fois l'information a été partagée et qu'est-ce qu'il y a dans la cravate. Les objets connectés de Iotasso réagissent partout où ils se retrouvent, sauf en absence de la technologie NFC, qui malheureusement n'est pas sur tous les smartphones. Oui, vous l'avez vu, c'est l'Afrique qui gagne et qui évolue. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.